Bonjour Monsieur le Sénateur, Alain Richard, ravi de vous retrouver au bar de l'économie. On a l'habitude de parler ensemble un petit peu du Sénat. Bon, là, on est en phase de reprise. Oui. Pour on est en train de préparer nos prochains textes. Oui. Quels sont les prochains textes sur lesquels vous travaillez ? La loi de programmation du ministère de l'Intérieur, donc qui va programmer sur 5 ans les créations d'emplois et les changements d'équipement, de systèmes de support, non seulement de la police et de la gendarmerie, mais aussi de la protection civile, avec en particulier les services d'incendie et de secours. Et puis, nous allons passer sur un texte qui viendra aussi en lecture, en première analyse, en premier examen au Sénat, qui doit faciliter la réalisation des installations d'énergie renouvelable, c'est-à-dire aussi bien du photovoltaïque, de l'éolien et tout ce qui vient de la chaleur du sol, tout ce qui est géothermie, en essayant de bien sûr réserver les droits du public, des collectivités, mais en faisant que les procédures d'autorisation ne durent pas aussi longtemps, puisque nous sommes un peu le plus mauvais élève de la classe européenne pour la durée de la réalisation des projets. Ah, donc enfin, on peut l'avouer que nous ne sommes pas si avancés. C'est-à-dire, ça dépend. Quand vous êtes du côté des personnes qui veulent empêcher les projets, ils trouvent qu'on est les meilleurs, parce que c'est nous qui arrivons à en empêcher le plus. Il y a un équilibre dans la conduite de l'autorisation d'un projet qui doit tenir compte de ce qu'on appelle usuellement les droits des tiers, plus les problèmes d'impact visuel, les problèmes de respect des sites d'avoisinants, etc. Simplement, la manière dont on a aménagé ce système, dont on a alourdi, il faut bien le dire, au cours des décennies, ce système de contrôle aboutit à ce que, pour des projets qui présentent une urgence et dont l'intérêt public s'impose, on est obligé de faire des dérogations. Et moi j'ai déjà voté probablement dans la dernière décennie 3 ou 4 textes en disant pour tel projet, parce que c'est vraiment une priorité nationale, on appliquera les textes avec des délais plus courts, en sautant une phase de procédure, etc. Le dernier exemple étant naturellement les Jeux Olympiques, où la moitié des réalisations se sont faites dans un système dérogatoire avec des simplifications. Et donc aujourd'hui, le calendrier devenant pressant, la France ne va pas assez vite, substantiellement pas assez vite, pour le développement des énergies renouvelables. Donc notre performance comparée à nos voisins allemands, ça va vraiment du simple au triple. Donc on a un rattrapage à faire. Parce que comme vous l'imaginez, les besoins en électricité, après avoir utilisé l'énergie du soleil ou l'énergie du vent, les besoins d'électricité vont augmenter, puisque certains besoins d'énergie qui sont fournis aujourd'hui par du pétrole, par du gaz, etc., devront être alimentés par de l'électricité, il faut la produire. Voilà, donc avec la crise internationale, on se rend compte qu'il va falloir revenir. Évidemment, l'épisode de la guerre russo-ukrainienne fait une piqûre de rappel en disant on va vraiment pas assez vite et du coup il faut aller encore plus vite. Mais surtout ça va à l'encontre des réflexions ce qui était sous les mandats Hollande où ça n'était plus utile pour eux d'être autonomes. La France pouvait se permettre finalement de fermer les centrales nucléaires et là maintenant on se rend compte que pour notre besoin énergétique il va falloir ouvrir. Il y a eu dans une bonne partie de l'Europe un contre-coup de Fukushima. Puisque ça a fait réapparaître 30 ou 35 ans après les précédents sinistres qu'il y avait un risque au nucléaire du fait des méthodes choisies par les Japonais qui n'étaient pas les meilleures. Et donc c'est ce qui a conduit la chancelière Merkel à décider en l'espace de quelques semaines de mettre fin complètement au recours au nucléaire en Allemagne. Alors l'Allemagne a une sensibilité particulière sur ce sujet. Et ça, m'en souviens comme si c'était hier. On était en préparation de la campagne de 2012, la campagne présidentielle, et une bonne partie des soutiens de la gauche disaient il faut qu'on fasse comme Madame Merkel, il faut qu'on arrête le nucléaire. Et moi, je rends hommage à la clairvoyance de François Hollande qui, devant cette vague, a dit non.
je ne prévois pas du tout d'arrêter le nucléaire, mais je propose de rééquilibrer et de faire que la part du nucléaire, qui était les 3/4 de la production d'énergie, descende progressivement à 50%, en compensant par du renouvelable. Et donc c'est sur cette base-là qu'il a été élu. En réalité, on n'a pas du tout baissé vers 50%, mais on a légèrement baissé parce que le renouvelable commençait à arriver. Et pour marquer le mouvement, en disant on rééquilibre moitié-moitié au lieu de 3/4, 1/4, il a fait fermer la centrale de Fessenheim. Et quand Emmanuel Macron a été élu, il ne s'est pas éloigné de cette approche-là, mais il a dit le partage 50-50, 50 nucléaires, 50 renouvelables, je ne prévois pas de le faire aussitôt que 2025 parce qu'on n'aura pas la capacité de faire la compensation, et je propose de le faire en direction de 2035. Donc c'est ça la politique que nous suivons aujourd'hui. Et ceci dit, EDF n'a pas eu les budgets pour entretenir les centrales nucléaires, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui ont été fermées là depuis. Non, c'est un phénomène de génération pour l'essentiel. C'est que la quasi-totalité de nos réacteurs ont été construits, enfin ont été mis en service plutôt entre 1980 et 2000. Et donc ils passent à des phases, ils ont été conçus pour 40 ans avec une possibilité de prolongation, et par ailleurs l'expérience Fukushima en particulier, plus les épisodes terroristes ont conduit à des mesures supplémentaires de protection et de prévention de tous les risques autour des réacteurs qui ont présenté des investissements massifs. Donc finalement, si je vous entends, vous vous dites c'est plus la peur qui a fait agir nos gouvernants plutôt que l'idéologie. Les gouvernants et la société. Et la société. C'est plus la peur que l'idéologie, vous dites. Parce que il y a maintenant de façon assez permanente dans la société française une fraction qui est autour de la moitié, qui par crainte, en disant il y a des risques, il y a le sujet des déchets, donc le nucléaire est dangereux, donc on ne veut plus de nucléaire. C'est toujours vrai, hein. Donc quand vous gouvernez, il y a des choses que vous pouvez faire contre la moitié de la société, et d'autres c'est plus difficile. Donc là finalement, les gouvernants n'osent pas aller contre la moitié de la population qui finalement a tort. Ça s'appelle une démocratie. Voilà. Donc... Mais précisément, moi j'ai dialogué avec le président de la République sur ce sujet-là, je lui dirais que ça aurait été aussi bien, et même un peu mieux, qu'il prenne la décision de remonter le niveau de production nucléaire il y a 3 ans plutôt qu'il y a 1 an. Bon. Mais la position qui avait été prise par François Hollande dans le contexte de 2011, avant son élection, me paraissait soutenable parce que beaucoup d'autres acteurs politiques disaient il faut faire comme la chancelière, il faut arrêter le nucléaire. Et ils étaient suivis par une partie importante de notre opinion démocratique. Donc finalement, actuellement, on se rend compte que notre autonomie, d'ailleurs dans tous les domaines, pas seulement dans celle de l'énergie, est indispensable. On n'est jamais à l'abri d'une guerre. Oui, pas entre Européens. On espère, évidemment. Donc c'est l'autonomie de l'Union européenne qui compte. Et il faut qu'on contribue de façon éventuellement complémentaire entre nous à provisionner, à fournir, disons, des ressources en énergie et en énergie décarbonée correspondant aux besoins d'une Europe qui continuera à se développer, à se moderniser, etc. pour les 20 ans qui viennent, mais du fait de l'approfondissement, si vous voulez, des connaissances, de la perception du mouvement de réchauffement climatique, avec une accélération par rapport à tout ce qui avait été programmé. Alors justement, d'où les controverses, et je préfère dire le fond de ma pensée, une partie des acteurs du débat politique sont dans le confort du commentateur, et quelle que soit la mesure, quel que soit le programme, quel que soit l'enclenchement que met en route celui qui gouverne, c'est toujours soit c'est pas assez, soit c'est trop tard, soit c'est pas ce qu'il fallait faire. Moi je me place plutôt du côté de ceux qui essayent de faire, et donc je crois qu'on est à l'heure actuelle en train de développer un bon process de développement des renouvelables, avec un sujet qui est l'insertion paysagère, l'insertion dans les sites des éoliennes, c'est vrai, parce que les éoliennes sont de plus en plus grandes. Donc avec bien sûr une préférence pour les éoliennes en mer, où l'impact paysager est beaucoup moins sensible, et d'autre part une accélération aussi de l'utilisation du solaire, où on a fait beaucoup de progrès d'efficacité du solaire.
Alors moi j'ai une question. Et donc c'est pour ça que nous avons besoin de cette loi pour revenir à l'actualité des lois. Nous allons faire une loi qui sera adoptée, je pense, assez vite. Je pense qu'on en aura fini en novembre-décembre, qui mettra en place des procédures plus rapides pour approuver les nouveaux projets. Mais finalement, est-ce qu'on a tant besoin que ça de l'éolien ? On se plaint de notre impact, nous, l'être humain, sur la nature. L'éolien, c'est quand même un gros impact sur la nature. Est-ce que ça ne suffit pas d'avoir très localisé. Entre les centrales nucléaires, les centrales hydroélectriques, justement les panneaux photovoltaïques, le développement des énergies solaires, est-ce que ça ne suffirait pas ? Non. En tout cas, dans les 20 ans qui viennent, c'est clair que non. Les études montrent que ce n'est pas possible. Nous avons besoin de beaucoup de puissance électrique. Nous avons 35 millions de véhicules qui circulent en France tous les jours. Ils vont continuer à circuler, vu la géographie de la France. C'est quand tous ces véhicules consommeront de l'électricité au lieu de consommer du pétrole. Vous imaginez la puissance électrique supplémentaire que nous devons générer et dans les toutes prochaines années. Et il y a d'autres domaines, dans l'industrie en particulier, vous allez remplacer de la puissance produite par du gaz ou par du pétrole par de la puissance électrique. Donc, dans une consommation d'énergie qui globalement n'augmentera pas beaucoup parce qu'on va être plus efficace, parce qu'on va être plus économe, mais la part d'énergie qui passera sous forme d'électricité, savez-vous quelle est la part de l'énergie aujourd'hui qui est utilisée sous forme d'électricité ? Je vous le demande. 25%. Eh bien, dans les 25 ou 30 ans qui viennent, ça sera plutôt 40 ou 50%. Donc on a besoin de plus d'énergie, et il faut bien reconnaître que l'éolien, surtout quand vous avez ce qu'on appelle des fermes, c'est-à-dire des groupements de pylônes qui sont suffisamment denses, apporte une puissance d'un seul coup qui est très substantielle. Donc l'un des grands objectifs des prochaines années, c'est d'avoir beaucoup de fermes éoliennes en mer. Alors du coup, au niveau du Sénat, votre rôle, c'est de défendre justement la réalisation concrète de tous les projets français, bien sûr, et de défendre les communes. Mm-hmm. Donc là, on se rencontre dans le cadre de la transformation du centre-bourg de Bessancourt. Bien sûr, je voulais encourager, mieux connaître ce projet, et l'encourager, oui. Voilà, et du défi climatique, de l'aménagement du territoire, tout ça d'un seul coup. Comment on le défend au Sénat ? Eh bien, on s'efforce justement, nous sommes des législateurs, nous contribuons à la loi, nous essayons de moderniser nos textes, de ne pas en faire trop en plus, il faut bien dire, pour limiter la complexité, et de confier, puisque c'est notre usage en France et il se développe, l'essentiel de la décision et du pouvoir de faire en matière d'aménagement de l'espace et de bonne utilisation du sol à nos amis des collectivités. Simplement, du fait que nous avons consommé beaucoup d'espace pour l'extension des villes, nous le voyons tous, et Val d'Oise, on est vraiment... il suffit de regarder une photo aérienne du Val d'Oise il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est très parlant. Donc nous avons un impératif qui lui est national, de ne plus consommer d'espace naturel ou agricole supplémentaire. Donc il y a un cadre général qui s'appelle le Code de l'urbanisme, qui est un document qui est complexe, qui vise la cohérence, à l'intérieur duquel les collectivités, chacune, prennent leurs responsabilités, et l'évolution du Code de l'urbanisme à l'heure actuelle va vers... On observe, on contrôle, on vérifie quels sont le nombre d'hectares que vous utilisez en plus tous les ans, et on vous pousse au maximum à réutiliser mieux les espaces qui sont déjà, les hectares qui sont déjà de l'espace construit. Et c'est exactement ce que vont faire nos amis de Bessancourt ici, puisque un centre-ville, un centre de bourg ancien, qu'ils ont hérité des décennies passées, ils vont essayer ils ont le projet maintenant qui est bien clarifié, de le transformer pour avoir plus d'espace naturel en plein centre-ville, de manière à compenser un peu le fait que à certains endroits périphériques, comme ils l'ont fait près de la gare, eh bien ils ont utilisé du sol agricole qui était dégradé d'ailleurs en l'occurrence, pour construire des logements. Donc on fait des plus et des moins. Tout ça là-dessus au niveau du Sénat, c'est un sujet assez bien maîtrisé. Oui, on est tous assez familiers de ces questions-là. Oui. Quels sont les prochains défis, j'allais dire, qui nous attendent ou qui vous attendent, vous, en tant que sénateur, sur des sujets peut-être
qu'on maîtrise moins. Ensuite, la prochaine grande rencontre, c'est évidemment la loi de finances 2023, où là, l'enjeu, c'est surtout de préserver la croissance et de permettre de continuer à offrir des ressources, à créer de la richesse pour que les Français puissent aménager leur vie dans des conditions satisfaisantes et que la remontée de l'emploi se poursuive. Et avec des dispositions qui là aussi vont venir en discussion pour certaines au cours du trimestre, là, pour s'assurer que la sortie du chômage vers le retour à l'emploi, alors qu'il y a des demandes d'emploi assez fortes qui ne sont pas encore satisfaites, puisse se faire le plus efficacement possible. Et puis en débouchant sur 2023, il y aura une grande réforme qui aura sans doute besoin aussi d'un support dans la loi, dans le Code du travail, pour aménager différemment le rôle de Pôle emploi par rapport aux obligations alors à l'assistance, mais aussi aux obligations de formation des personnes sans emploi. Est-ce que vous ne pensez pas que la crise internationale, avec le manque de matière, la spéculation sur les matières premières, quelles qu'elles soient, risque de nous freiner ? Non. Ça sera une phase. On a une phase d'adaptation qui, sur les matières premières, vient principalement de deux causes. Un fort ralentissement de la demande de matières premières pendant les années 2020 et 2021 du fait des ralentissements économiques, le ralentissement de la crise Covid. Et donc du coup, quand le redémarrage s'est fait au début 2022, les stocks étaient vides et naturellement les détenteurs de ces matières premières les ont vendus au prix où les plus offrants pouvaient les acheter. Donc on a eu des phénomènes de spéculation parce qu'il y avait une rareté. Les mécanismes de l'économie de marché sont assez simples. Quand il y a une rareté qui se traduit par une hausse de prix et qu'il y a une ressource, on va chercher cette ressource. Et donc l'approvisionnement, par exemple en bois ou en métaux industriels du type cuivre j'en cite plusieurs, peu importe, va remonter. De même les métaux spécialisés pour tout ce qui est électronique, tout ce qui est numérique, et les marchés vont se rééquilibrer dans le courant de l'année 2023. On le voit déjà pour un autre phénomène de rareté qui avait été spectaculaire, qui était le manque de conteneurs. Parce que quand les flux, principalement Asie-Europe et Asie-Amérique, ont repris à un rythme doublé, il n'y avait pas assez de porte-conteneurs. Et d'ailleurs, les armateurs avaient désarmé un certain nombre de porte-conteneurs entiers en disant de toute façon, ils ne tournent plus assez, on les revend, on les abandonne. Et donc l'année 2022 sera célèbre dans l'histoire pour le prix qui est devenu ahurissant du transport d'un conteneur du port de Shanghai au port de Brême. Et ce prix, on le reverra plus jamais. Non, mais de toute façon... Et donc les prix du millier de kilomètres en conteneur se sont déjà redivisés par deux. Non, mais comme vous avez dit, l'année 2022 va être pour l'instant l'année record des prix en général dans tous les domaines. Voilà, oui. Et donc vous pensez que on a le dos rond à faire pendant au moins 6 à 8 mois? Oui, facilement, oui. À mon avis, c'est dans le deuxième semestre 2023 qu'on verra un assouplissement, un affaissement de l'inflation et une réduction de ces phénomènes de pénurie. Alors, je mentionnais deux causes. La première, c'est cette espèce d'effet de rattrapage où beaucoup de secteurs de matières premières, de métaux bruts, de matières brutes n'ont pas suivi. Et le deuxième, c'est quand même le ralentissement économique en Chine très important du fait de la manière dont les autorités chinoises gèrent leurs propres problèmes de Covid. Bien sûr. Ils ont beaucoup désorganisé leurs propres industries. Et surtout, ils achètent beaucoup de matières premières et ça nous dessert malgré tout. Alors, non, ils sont sur le marché, nous on y est aussi. Quand il y a plusieurs demandeurs pour la même chose, ça veut dire que ou bien ça coûte plus cher, ou bien le producteur augmente la production. C'est en train de s'adapter. Alors en conclusion... Et l'économie chinoise, on a beaucoup de critiques à leur faire, mais ils avaient un usage, que ce soit en matière d'industrie, en matière pour les matières premières, ils consommaient beaucoup trop par rapport aux bénéfices du produit fini. Ils ont fait des gains très importants
d'efficacité énergétique et d'efficacité de consommation de matières premières. Leur industrie est en train de se moderniser beaucoup. Mais là, ils sont en train de l'abîmer, en tout cas de la désorganiser à cause de leur confinement dans tous les sens. Alors, en conclusion, peut-être pour le Val d'Oise, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter ou qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur, écoutez, ou sur quoi faut-il réfléchir? Le Val d'Oise est un gros morceau de la France, économiquement et démographiquement. Nous sommes plus de 2% de la France et nous en sommes représentatifs. Nous vivons en plus dans le contexte de l'Île-de-France, qui est quand même un poumon économique de première grandeur, mais aussi le centre de toute la vie universitaire, de toute la vie académique, etc. Donc nous avons beaucoup d'infrastructures du département qui se développent. On a des projets importants qui sont en train d'avancer sur nos transports publics. On va se connecter dans les 2 ans qui viennent au réseau des nouvelles lignes de métro qui se développent en périphérie de Paris. Nous avons notre université qui continue à grandir. Nous avons des belles entreprises qui se développent dans nos sites industriels et les emplois dans le Val d'Oise sont en augmentation. C'est un peu ça que je vois comme et nos communes offrent à leurs habitants des services publics généralement en progression. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Alain Richard, je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise. À bientôt, en tout cas, au bar de l'économie. Merci beaucoup.